Bonjour et bienvenue au webinaire en langue française du WDI. Le WDI, c'est l'organisation mondiale qui défend les droits des femmes basés sur le sexe, tels qu'ils ont été définis dans la CEDEF, la Convention de l'ONU pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Ces droits sont remis en cause à chaque fois que des idéologies font la promotion d'une soi-disant essence féminine. Ces idéologies, elles étaient portées depuis longtemps par des mouvements souvent d'extrême droite que nous combattons et qui promeuvent les thèses masculinistes. Et aujourd'hui précisément, en France, nous sommes très inquiètes. Et comme si le masculinisme classique ne suffisait pas, depuis plusieurs années, cette idée d'une soi-disant essence féminine est reprise par le mouvement transactiviste qui, comme les masculinistes classiques, comme l'extrême droite, considère qu'être une femme n'est pas simplement une caractéristique biologique, mais serait un rôle social qui découlerait de traits de personnalité spécifiques. Ce sont ces thèses que nous combattons en tant que féministes. Nous combattons le modèle social rêvé par ces masculinistes ou transmasculinistes qui voudraient que les femmes se taisent et soient au service des hommes et qui Et voudraient c'est nous invisibiliser en tant que classe sociale de sexe. Ces et c'est mouvements tentent de nous faire taire, parfois par la violence, mais on ne se taira pas. Alors, face à la montée du transactivisme, cette nouvelle forme de masculiniste, le WDI est à l'origine de la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe, parce que les femmes subissent des violences en fonction de leur sexe et non pas pour des raisons mystiques qui seraient basées sur un ressenti. Notre déclaration, elle compte déjà plus de 38 000 signataires à travers le monde en provenance de 160 pays et c'est un chiffre qui augmente de 200 signatures par semaine. Et nous vous invitons à signer notre déclaration si ça n'est pas déjà fait. Elle se compose de 9 articles, parmi lesquels l'article 1 réaffirme les droits des femmes fondés sur le sexe. L'article 4 réaffirme le droit des femmes à la liberté d'opinion et d'expression. L'article 7 réaffirme les droits des femmes aux mêmes possibilités que les hommes à participer activement au sport et à l'éducation physique. Et l'article 9 réaffirme le besoin de protection des droits de l'enfant. Aujourd'hui, nos invités vont nous parler de la situation au Québec et d'une possible prise de conscience. Nous recevons Marie-Claude Girard, Athéna Davis, Caroline Morgan du RESI, le réseau éducation, sexe et identité, et Ghislaine Gendron du WDI Québec. Toutes les quatre ont été entendues par le comité de sages sur la question de l'identité de genre. Alors, nous reviendrons encore dans de prochains webinaires sur cette audition au comité de sages, puisque d'autres femmes, d'autres associations ont été entendues par ce comité, 70 organisations, comme PDF Québec. Caroline Morgan et Athéna Davis sont les deux co-animatrices d'un réseau de parents préoccupés par la diffusion de la théorie de l'identité de genre au Québec. Marie-Claude Girard est retraitée de la Commission canadienne des droits de la personne et elle publie régulièrement dans les médias québécois sur des sujets liés à la neutralité religieuse de l'État, la laïcité, les droits des femmes et l'égalité entre les sexes. Elle présentera aujourd'hui les recommandations qu'elle a soumises au comité de sages sur l'identité de genre ce printemps. Ghislaine Gendron est coordinatrice du WDI Québec et elle a rédigé son mémoire avec Marie Savoie. Donc, tout d'abord, Ghislaine va nous présenter ce qu'est le comité de sages au Québec, parce que voilà, surtout quand on n'est pas au Québec, on ne sait pas forcément. Donc, tu vas nous présenter ce que c'est et tu vas nous parler aussi du mémoire que tu as présenté avec Marie Savoie au comité de sages. Bonjour Blandine. Ghislaine, pardon. Alors, bonjour à toutes. Et puis, aujourd'hui, ben, je sais que pour la France, c'est une journée spéciale qui va probablement être très tendue politiquement. Alors, je vous souhaite à toutes d'avoir les résultats que vous souhaitez dans euh, dans ce vote qui va être historique, peut-être, on verra. Alors, nous, au Québec, je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé au cours de la dernière année.
il y a un événement important qui a été créé. Il y a le comité de sages sur l'identité de genre qui a été créé l'année dernière, en décembre dernier, 2023. Alors, je vous donne un petit peu le contexte de la création de ce comité de sages-là sur l'identité de genre. Alors, ça a commencé, en fait, le premier événement est arrivé en août 2023. Alors, il y a eu la direction d'une école en Montérégie qui a envoyé une lettre à des parents des enfants de cette école-là en leur demandant d'utiliser un nouveau terme, le terme MX, mix, je ne sais pas comment ça se prononce, ça s'écrit MX, pour désigner une enseignante qui était non-binaire, c'était dans une école primaire. La lettre a provoqué des réactions sur les réseaux sociaux, ce qui a forcé le ministre de l'Éducation à s'en mêler. Alors, comme la direction voulait contraindre les enfants et les parents à utiliser cette dénomination-là, MX, le ministre de l'Éducation a dit qu'il fallait réfléchir à ça, et puis que ce n'était pas nécessairement au ministre de l'Éducation à prendre une décision. Il invitait le gouvernement à réfléchir davantage à ça. Alors, ça a été laissé un petit peu en suspens pendant quelques semaines et dès septembre, il y a eu un autre événement à l'école secondaire d'Iberville en Abitibi-Témiscamingue, qui est une autre région du Québec, qui a annoncé que des travaux étaient en cours pour rendre les toilettes sur les 3 étages, les toilettes devaient devenir mixtes. Ils appellent ça non-genré, mais en fait, c'est des toilettes mixtes. Encore une fois, le ministre Drainville est intervenu et puis il a dit qu'il n'était pas question de transformer des toilettes pour garçons ou filles en toilettes mixtes et puis il a précisé que sa décision était ferme. Alors, il a ajouté encore une fois, nous allons maintenant réfléchir aux moyens de nous assurer que cette décision-là soit respectée. Ces 2 événements-là ont fait en sorte que quelques temps plus tard, le gouvernement du Québec a annoncé qu'il était pour créer un comité de sages sur l'identité de genre, alors qui a été formé en décembre avec les personnes que vous voyez à l'écran. Donc, il y a, voyons, excusez-moi, oui, Madame Diane Lavallée, présidente, qui a été élue présidente, elle était autrefois présidente du Conseil du statut de la femme, un médecin, Dr Trudeau, et un professeur de droit, M. Patrick Taillon. Le mandat, entre autres, ça va être de produire une analyse des impacts potentiels sur l'ensemble de la société québécoise, de l'impact potentiel là, des politiques sur l'identité de genre, sur l'ensemble de la société québécoise et identifier les enjeux sur lesquels le gouvernement devrait approfondir ses réflexions. Le comité de sages est censé émettre ses recommandations à l'hiver 2025 et puis il travaille en étroite collaboration avec le Conseil québécois LGBTQ. Plusieurs organismes ont été entendus. Je pense qu'on parle d'une 70 à peu près organismes et personnes individuelles ont été entendus au comité de sages et les discussions et les auditions, pardon, se sont faites à huis clos. Le WTI Québec a été entendu le 19 avril 2024. On a présenté un mémoire d'une 60aine de pages qui était intitulé Genre et identité de genre, toutes concernées. Le document a une 60aine de pages. J'ai été aidée dans ce document-là, la rédaction avec Marie Savoie, qui est membre du WDI Québec, et nous l'avons présenté au comité des sages. Nous avons présenté l'angle des droits des femmes. Alors, ce qu'on a parlé, on a adressé plusieurs angles. Ceux qu'on a priorisés, ça a été le désengagement des gouvernements canadiens et québécois.
des engagements du Canada à mettre en œuvre la déclaration du programme d'action de Beijing. Là, ça, c'était les analyses différenciées selon les sexes, qui était un outil qui était supposé, ben, qui a fait ça d'ailleurs pendant quelques années. C'était un outil qui devait mesurer l'impact des politiques sur les femmes, l'impact différencié des politiques et des règlements sur les femmes. Alors, on a abordé ça, on a abordé le vocabulaire, on a abordé les statistiques, les espaces réservés aux femmes, le sport, les prisons, toutes des choses que je pense que vous connaissez, tout le monde. Alors, pour ce qui était l'outil du Québec, l'ADS, j'en parle de façon rapide. Ça avait été développé pour mesurer l'impact sur les droits des femmes. Quand le gouvernement québécois a a élaboré sa stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les hommes et les femmes, donc pour 5 ans, là, de 2022 à 2027, ils ont demandé à un comité consultatif sur l'ADS. L'ADS, c'est l'outil là, qui devait mesurer les impacts des politiques. Ils ont rajouté le petit plus que vous voyez à l'écran et ont demandé à un comité consultatif de leur donner les orientations. Comité consultatif, on a lu le document, il y avait une approche d'analyse intersectionnelle et il demandait non plus seulement l'égalité entre les femmes et les hommes, mais revendiquait aussi une égalité entre les femmes qui est en général l'analyse intersectionnelle. Dans la stratégie, ça a été gardé, sauf que quand le gouvernement a développé sa stratégie, il a ajouté quelque chose qui n'était pas dans le comité consultatif, c'est-à-dire qu'il a redéfini le terme femme pour voir ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire que les femmes sont celles dont le sexe à la naissance est féminin, comme si le sexe pouvait changer au décès. Là. Et définissait toutes les femmes toutes les personnes qui s'identifient comme femmes, ce qui veut donc dire qu'ils incluent maintenant les hommes. Alors ça, j'insiste, là, c'était pas dans le comité consultatif, ça a été ajouté après, puis on ne sait pas par qui. Alors, je ne vous parlerai pas de tout ce qu'on a parlé dans les 60 pages. Là, j'ai retenu peut-être certains aspects parce que je me suis dit, il y a peut-être des choses, je vais essayer de vous communiquer des choses que peut-être vous ne savez pas parce que je sais que vous savez plein de choses pour celles qui suivent le webinaire. Ça fait que je me suis dit, bon, ben, je vais aller chercher peut-être les choses qu'on connaît moins. Alors, sur les statistiques, je voulais parler de Statistique Canada. Alors, Statistique Canada, en 2021, Statistique Canada lançait une vaste consultation pour modifier les variables concernant le sexe et le genre. Je ne sais pas si c'est arrivé en France, mais au Canada, on nous a annoncé ça en 2021. Là, je vous montre à l'écran ce que Statistique Canada disait avant le changement. Et c'est important parce que vous allez voir que ils ont changé complètement de perspective. En 2021, Statistique Canada écrivait, ce qui est important, c'est en haut, là, les données selon l'âge et le sexe sont fondamentales dans toute analyse de population. Ça, c'était vraiment, c'était dit sur leur site, puis d'ailleurs, c'est toujours été comme ça, pour mesurer les données selon le sexe sont très importantes. Évidemment, on le sait, pour vérifier tous les aspects de la vie sociale, y compris l'emploi, l'éducation et la criminalité. Évidemment, le gouvernement ne peut pas mesurer l'efficacité des programmes qui visent à réduire les inégalités entre les femmes et les hommes s'ils ne colligent pas les données sur le sexe. Il ne peut pas mesurer les inégalités économiques. Et puis, ces programmes de parité, les besoins d'hébergement sont justifiés par les violences conjugales et les féminicides, les crimes dont la majorité des victimes sont des femmes et les auteurs, la majorité sont des hommes. Donc, il mentionnait seulement la question là, des programmes, mais ça inclut bien sûr tout ça. Là, j'ai écrit schizophrénie parce que j'avais l'impression que c'était même plus le même gouvernement. Pourtant, c'était le même. Un an plus tard, le Conseil du Trésor envoyait à tous ces ministères
pas la demande, mais la ligne directrice suivante. Tous les ministères et organismes devraient se limiter par défaut à la collecte ou l'affichage de renseignements sur le genre, j'imagine qu'il veut dire l'identité de genre, à moins que des renseignements relatifs au sexe biologique soient réellement nécessaires. Alors là, on vient de perdre ici, là, pour les femmes, nos instruments de mesure pour mesurer les inégalités entre les hommes et aussi les besoins, un outil qui servait à identifier nos besoins, parce que là, on n'a plus de données là-dessus. Alors, le Conseil du Trésor a émis cette diapositive-là. Je vais revenir à celle-là. A émis pas cette diapositive-là, mais cette directive-là, en invoquant que cette variable, en invoquant que le sexe des citoyens canadiens relevait de la vie privée. Alors, c'est évident que c'est une excuse parce que on sait tous que les données qui sont transmises aux chercheurs sont anonymes. Donc, je ne vois pas en quoi ton sexe serait plus privé, par exemple, que l'information sur ton orientation sexuelle ou sur ta confession, par exemple. Alors, au Québec, ben, il y a beaucoup de statistiques qui sont prises à partir des données de recensement du Canada. Donc, eux, l'Institut de la statistique du Québec a été pris, si vous voulez, avec avec les données du Canada, qui a soudainement changé le genre pour le sexe, pardon, changé la définition du sexe pour celle du genre. Alors, ils ont écrit, je suis allée voir l'Institut statistique, ils ont écrit que le fait que la définition de la variable ait changé, ça ne devrait pas avoir d'incidence importante sur la comparabilité historique, étant donné la petite taille de la population transgenre. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que pour qu'on soit capable de comparer des statistiques d'une année à l'autre, ben, il faut bien sûr que la variable qu'on utilise, elle ait la même définition. Si tu changes la définition de la variable, tu n'es plus capable de comparer. Alors, eux, ce qu'ils disent, Statistique Canada, c'est mais c'est pas tellement grave parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de personnes transgenres, donc ça ne devrait pas avoir une influence. En effet, le recensement de 2021 présentait qu'il y avait 0,33 % de la population canadienne qui se déclarait transgenre ou non-binaire. Bon, c'est vrai, puis que c'est vrai aussi que ça n'a pas une grosse influence sur la population. Si, par exemple, on se demande il y a combien de personnes qui font du ski, il y a combien de femmes qui font du ski, il y a combien d'hommes qui font du ski, si là-dedans, il y a 0,33 qui ont dit qu'ils étaient des femmes en se basant sur leur identité de genre plutôt que sur leur sexe, ben, ça ne fera pas une grosse différence sur le changement, sur les statistiques. Par contre, ce qu'ils n'ont pas pensé, c'est que ça va avoir une influence sur des petits échantillonnages. Alors là, ici, je vous ramène à la BBC, voyons, je vous emmène en Angleterre. Et puis, l'organisme Fair Play for Women s'était aperçu pas d'une annonce, mais d'un article de la BBC qui disait que des femmes pédophiles demeuraient un sujet tabou et que leur nombre avait augmenté de 84% au cours des 4 dernières années. Alors, l'organisme Fair Play for Women, ils ont été vraiment intrigués parce que c'est énorme, là, ça le presque doublé là, les pédophiles femmes. Donc, ils ont été intrigués par ça et puis ils ont fait une demande d'accès à l'information auprès des corps policiers pour savoir comment ils enregistraient le sexe d'un suspect lorsqu'un crime de délinquance sexuelle était signalé. Puis, c'est là qu'ils ont su que depuis 4 ans, l'organisme n'enregistrait plus le sexe, ils enregistraient l'identité de genre, ce qui peut expliquer cette augmentation-là de 84%. On ne saura jamais si c'est ça qui a fait l'augmentation parce que comme il n'enregistrait pas le sexe, ben, on ne saura jamais de quel sexe étaient les gens dont ils ont enregistré les crimes.
Par contre, ils ont dit, bon, on va quand même voir avec les délinquants sexuels qui ont été incarcérés en Angleterre. Ils se sont aperçus qu'il y avait, c'est Angleterre et Pays de Galles, là, qu'il y avait 13 000 hommes qui étaient enfermés pour délinquance sexuelle et 125 femmes qui étaient incarcérées pour délinquance sexuelle à ce moment-là en Angleterre. C'est en 2021. Ensuite, elles ont demandé sur les 13 000 délinquants sexuels combien s'identifient comme des femmes et il y en avait 74. Donc, à partir de ces chiffres-là, ben, elles ont dit, voyez-vous, là, 74 personnes, hommes qui disent qu'ils sont des femmes, ben, ça vient presque doubler les 125 femmes délinquants sexuels. Donc, c'est ce qu'on appelle une distorsion dans les statistiques, c'est-à-dire que c'est en enregistrant finalement le genre au lieu du sexe, on venait de doubler la population de femmes pédophiles en Angleterre. Alors, la personne qui a fait ça, c'est Mme Alice Sullivan, que vous voyez à l'écran, qui est professeure de sociologie à Londres et puis directrice de recherche sur le Social Research Institute. C'est elle qui avait fait l'analyse. Mme Sullivan a été invitée le 8 mars dernier au Canada pour donner une conférence au personnel du ministère canadien de la Justice. Le sujet de son exposé, c'était l'importance de la collecte des données du sexe et du genre. Elle voulait sensibiliser le ministère de la Justice que c'était important de colliger les deux et non pas un seul. Quand elle a transmis ces diapositives au ministère de la Justice, il y a un employé du ministère qui a communiqué avec elle pour lui dire que sa présentation avait été annulée. Alors, Mme Sullivan a signalé qu'on ne lui avait donné aucune justification pour l'annulation. On ne lui a pas donné de justification, mais la femme à qui elle a parlé, l'employée du ministère de la Justice, lui a laissé entendre que la raison, c'était, disons, je l'ai écrit sur la diapo, vous n'avez pas le droit de parler de sexe au Canada. Ça, c'est l'employée, la fonctionnaire qui a répondu ça à Mme Sullivan. La femme a ajouté que l'honoraire promis ne serait pas versé parce que, pour citer Mme Sullivan, le ministère de la Justice ne voulait pas que je figure dans ses livres. Sullivan a demandé à qui elle pouvait écrire pour obtenir une explication écrite, mais de ça, puis on lui a dit que le ministère ne lui en fournirait pas. Voilà. On a aussi parlé de sport. Alors, le sport, les politiques, vous savez, je vous apprends rien que les politiques d'inclusion des personnes transgenres, des hommes d'ailleurs, parce que là, je pense qu'on n'a pas tellement de problèmes avec les femmes qui s'identifient dans le sport, c'est plutôt avec les hommes, soulèvent des conflits de droits dans la Charte québécoise des droits et libertés et dans la Charte canadienne sur les droits de la personne. Il y a 3 discriminations qu'on peut invoquer. Alors, alors les 3 discriminations, ben, évidemment, c'est le fait de refuser qu'un homme qui s'identifie comme femme d'être inclus dans la catégorie féminine pourrait être interprété comme une discrimination fondée sur l'identité de genre, bien sûr. Ça pourrait aussi permettre à un homme, ça pourrait être une discrimination aussi de dire que si on permet à un homme de concourir de manière déloyale et dangereuse contre des athlètes féminines, ça pourrait être interprété comme une discrimination fondée sur le sexe, incluant sa présence dans les espaces où les femmes peuvent être dénudées. Et la troisième, ben, ça peut permettre à un homme transidentifié l'accès à des espaces exclusivement féminins, pourrait être aussi conduire à une discrimination fondée sur la religion, car il y a des femmes qui pourraient s'auto-exclure, des femmes croyantes qui pourraient aussi s'exclure des espaces non mixtes en raison de leur croyance religieuse. Donc, on aurait 3 motifs de discrimination qui sont en conflit les uns avec les autres. Alors, on a reçu ici Katia Bissonnette dans un webinaire précédent. Pour celles qui ne les connaissent pas, c'est une boxeuse québécoise qui on a obligé, qui a dû euh, rencontrer sur le ring un homme transidentifié qui disait qu'il était une femme, puis elle a refusé le combat.
Alors, je suis allée voir on en a parlé de ce cas-là au comité de sages. Je suis allée voir la politique de Boxe Canada maintenant. Je vous fais peut-être un petit parenthèse ici, là. Ils ont émis une politique, ce qui n'était pas le cas au moment où elle a fait. Il n'y avait pas de politique au moment où Katia Bissonnette avait été mise dans la situation qu'elle devait se combattre contre un homme. Il y en a une maintenant. Alors, je suis allée la voir. Alors, la protection de la vie privée des participants, puis là, c'est une politique transgenre est une priorité absolue. Ça veut dire, traduction, c'est qu'ils ne veulent plus dire qu'une personne est transgenre ou non. Ils ne veulent pas que ce soit connu. Euh, Ils ont aussi ajouté tous les efforts doivent être faits pour fournir des vestiaires, des douches et des toilettes non sexistes. Là, des toilettes non sexistes, je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être des toilettes qui pensent que les hommes, autant que les femmes, doivent se coller aux travaux ménagers, j'imagine. Et les participants sont chargés de partager des chambres d'hôtel et des hébergements similaires en fonction de leur identité de genre. Ceux qui n'ont pas d'identité de genre, je ne sais pas où ils couchent. Maintenant, pour justifier le bien fondé de sa nouvelle politique, le président de Boxe Canada a déclaré ceci. Avant l'adoption de la politique transgenre de Boxe Canada, je pense que nous n'étions pas en mesure de savoir si des athlètes transgenres participaient à la boxe. Je soupçonne que dans l'ensemble du système sportif, nous avons très probablement eu de nombreux cas d'athlètes transgenres qui participaient sans que personne ne sache qu'ils étaient transgenres. Donc, M. Lindsay amène ça comme une, une amélioration. Sa politique est une amélioration parce que de toute façon, on ne savait pas si un athlète transgenre était transgenre ou non. Euh, il avait déjà dit, le Boxe Canada avait déjà dit, écoutez, on n'a pas l'argent pour faire passer des tests de féminité aux athlètes. Alors, qu'est-ce qu'un test de féminité, là? Moi, le langage, excusez-moi, mais le langage, je trouve ça effrayant de dire un test de féminité parce que les tests de féminité, là, à part la couronne pour être Miss Univers, je vois pas où est-ce qu'on fait des tests de féminité. Il parlait sans doute de tests génétiques. Donc, ce qu'on a dit, nous, au comité des sages, c'est que le fait, il y avait une façon très simple de savoir le sexe des athlètes sans passer de tests génétiques. C'était simplement leur document d'état civil. Mais maintenant que les documents d'état civil sont falsifiés, bien, il n'y a plus aucun moyen, dans le sport amateur au moins, de savoir de quel sexe est une personne ou ne l'est pas. Puis on envoie des boxeuses en pâture dans des rings de boxe sans considération pour leur sécurité. Bon, voilà. Je vais passer vite là-dessus. Là, je vois que mon temps. Oui, oui, je vais passer vite là-dessus. Je vais laisser la parole, je pense, aux autres personnes. Il y avait encore d'autres sujets que je voulais vous parler. Je vais juste finir avec celui-là, là, parce que je pense que ça, c'est les athlètes transidentifiés un peu partout. Ici, c'est un groupe de volleyball dont il y avait au Canada, à Toronto, collégial, 3 hommes dans une équipe volleyball féminin, 3 hommes transidentifiés dans une équipe et 2 dans l'autre équipe. Où est-ce que je montre? Alors, c'est l'équipe, devinez quelle équipe qui a gagné, c'est celle qui avait 3 hommes transidentifiés. Oh, really? Dopage. J'aimerais ça vous parler de l'athlète non-binaire ici, Kalamia, qui concourt dans la catégorie non-binaire à Boston, dans les marathons de Boston. L'agence antidopage américaine s'est aperçue qu'elle prenait de la testostérone. Depuis 4 ans, elle en parlait sur YouTube. Donc, il y a des gens qui ont dit, écoutez, concours à prendre la testostérone, c'est illégal. L'agence a dit, bon, il faut que tu arrêtes d'en prendre parce que tu vas être suspendu. Ils lui ont envoyé une lettre. Alors, Cal Calamia est allée voir son médecin. Son médecin a dit que, étant donné qu'elle était non-binaire, elle avait besoin de prendre la testostérone. Et maintenant, l'agence de dopage accepte qu'elle prenne
des anabolisants, des stéroïdes anabolisants pour concourir dans le marathon non-binaire. Voilà, alors je termine comme ça parce que je vais laisser la place à nos... j'ai hâte d'entendre nos collègues parler de leur présentation. Je vous remercie et puis je laisse la parole à Marie. Ben, merci beaucoup, Ghislaine, pour cette présentation. Et maintenant, on va entendre Caroline Morgan et Athéna Davis qui vont nous présenter le RÉSI, le réseau éducation, sexe et identité, et qui vont nous parler de leur mémoire qu'elles ont présenté au comité des sages. Bonjour Caroline, bonjour Athéna. Bonjour. Ok, Bonjour. attendez un peu. Voilà. Alors, le RÉSI, ou Réseau Éducation, Sexe et Identité, c'est avant tout un collectif de parents, mais ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est une synthèse de notre mémoire parce que notre mémoire a fait quand même plus d'une centaine de pages. Alors, évidemment, on vous présente les faits saillants. Donc, sur la théorie de l'identité de genre, ses conséquences sur la santé et l'éducation de nos enfants et ses répercussions sur nos familles et la société québécoise. On l'a présenté le 19 avril dernier, c'est vrai, la même journée que WDI. Alors, le réseau éducation, sexe et identité, c'est avant tout un groupe de parents qui sont préoccupés par la diffusion des théories sociales militantes, surtout dans le système de santé et d'éducation. C'est vraiment nos deux pôles de recherche, la santé et l'éducation. On compte aussi plusieurs professionnels de la santé et de l'éducation. Athéna et moi, on est les deux seuls à travailler à visage découvert parce que le reste de l'équipe travaille sous pseudonyme, parce que sinon, elles risquent de perdre leur emploi ou qu'il y ait des répercussions sur leur qualité de vie, entre autres dans leur famille. Plusieurs ont des enfants qui sont dits trans ou non-binaires, qui ont été poussés à transitionner ou malgré les comorbidités ou les circonstances de leur découverte de leur identité trans. D'autres se font inculquer la théorie de l'identité de genre à l'école. Nos valeurs, en gros, on repose sur deux principes, c'est-à-dire dire vrai et agir sans nuire. Dire vrai, c'est-à-dire rester franc sur la réalité. Par exemple, que la transition ne modifie pas le sexe. Le sexe est biologique, binaire, et on naît et on meurt avec un sexe. Donc, la transition ne fait que transformer l'apparence. Et agir sans nuire, c'est évidemment ne pas procéder par exemple, à des transitions ou à des interventions médicales ou sociales sans prendre en compte les conséquences et les circonstances et les conséquences. Donc, on questionne, on informe, on agit et on offre aussi un soutien aux parents. Les parents peuvent nous écrire à notre adresse, je vais la donner dans le chat, là, une adresse qui est précisément pour les parents à la recherche d'aide. Et comme on travaille aussi avec GenSpect, on a le statut de Friends of GenSpect parce que c'est beaucoup de là qu'on va chercher notre information. OK, après ça, je vais passer la parole à Athéna pour la troisième diapo. Alors, nous avons présenté notre mémoire. D'abord, nous avons commencé par la théorie. Je vais être très brève parce que beaucoup d'entre vous connaissent déjà cette théorie. Donc, en gros, pour la simplifier, la théorie de l'identité de genre prétend que tout le monde aurait une identité de genre. Ensuite, c'est malheureusement une définition circulaire, c'est-à-dire l'identité de genre, c'est le sentiment profond et intime de son genre. On ne sait toujours pas vraiment ce que c'est. Le seul moyen de savoir le genre, c'est au Canada et au Québec, c'est l'auto-identification. Ça a été accepté malheureusement par l'ensemble de nos politiciens. Il y a déjà bien des années, je pense qu'ils ne se rendaient pas compte de ce qu'ils faisaient. Et le genre serait la vérité de la personne et donc aurait préséance sur le sexe. Alors, découle un cinquième principe des quatre premiers, c'est-à-dire donc si c'est la vérité de la personne, la société doit donc accepter le genre et accorder tous les droits à la personne selon son genre. On a bien vu avec la présentation de Ghislaine ce que ça donnait. Il faut rajouter également les théories queer, qui, en gros, encore une fois, c'est très résumé, qui définirait le monde selon des paramètres de pouvoir entre des oppresseurs qui sont hétérosexuels et des oppressés qui seraient une galaxie de personnes queer. Ça va être important dans les cours sur la sexualité, par exemple, à l'école. Alors, le but des militants queer, c'est, excusez-moi pour l'anglicisme, je ne sais pas comment dire ça en français, il faut queeriser la société, par exemple, en niant la réalité du sexe, qui serait simplement une performance sociale, et en valorisant tout ce qui est queer, une famille queer, une sexualité queer, l'expression queer, etc.
Et il faut également libérer la sexualité, y compris celle des jeunes. On n'aura pas le temps de voir le cercle magique de Gayle Rubin, mais je vous conseille d'aller voir ça. C'est assez parlant. C'est une sexologue qui a beaucoup influencé, qui influence beaucoup les sexologues au Québec et qui est enseignée à l'université au Québec. Alors, pour aller avec la théorie, il y a évidemment tout un langage qui a été créé. Donc, vous connaissez déjà ça. Le sexe est assigné à la naissance, qui est une fausseté totale. On va dire que les personnes avec utérus tombent enceintes et on va utiliser toutes sortes d'expressions comme ça pour désigner les femmes, pour ne surtout pas utiliser le mot femme. On peut utiliser, en revanche, c'est assez particulier, on peut dire les hommes peuvent tomber enceintes parce que ça, c'est queer, ça, c'est hors norme. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. On va dire qu'une personne de sexe masculin qui s'identifie comme une femme aurait un pénis de femme, une barbe de femme. D'autres mots sont en revanche évités dans ce langage-là. Le mot fille, le mot garçon, homme, femme, vagin, maman, papa, etc. Aussi évité, ils ont disparu du cours sur la sexualité au Québec, le mot homosexualité et le mot hétérosexualité, c'est assez extraordinaire. Et de manière générale, le mot sexe est systématiquement remplacé par le mot genre, que ce soit dans les formulaires scolaires, dans les formulaires de santé, dans toutes les définitions, on va parler de genre et non plus de sexe avec des conséquences évidemment catastrophiques. On modifie également la définition de sexe quand on en parle, parce que le sexe devient une catégorie sociale et non une catégorie biologique. Alors, ce langage construit en fait une nouvelle réalité de ce monde queer. Il est présent évidemment dans le monde des adultes. On a des médecins qui l'utilisent. Même la Société canadienne de cancer qui parle de trou avant pour désigner le vagin, c'est assez particulier. Mais évidemment aussi des enfants, parce que les enfants, c'est une population captive, par définition crédule, et là, c'est la base de l'endoctrinement des enfants donc à l'école. Alors, je vais repasser la parole à Caroline qui va vous faire le bout sur la santé. Alors, merci. Alors, donc, nous, au Résis, que la vision qu'on a de la santé, évidemment, c'est une médecine basée sur des données probantes, evidence-based, évidemment, que les médecins ne soient pas militants, qui prennent en compte le contexte de chaque patient. On accorde beaucoup d'importance à une pose de diagnostic différentiel pour celles et ceux qui sont peut-être pas familiers avec ça. C'est-à-dire que le médecin envisage plusieurs diagnostics possibles et après ça, d'après les symptômes, le questionnaire, les analyses et tout, va aller déterminer quel diagnostic est le bon. Autrement dit, au lieu de présumer d'un diagnostic, on essaie d'abord d'écarter tous les autres diagnostics possibles. Et ça, c'est très important, entre autres, quand le jeune qui se dit trans a plusieurs comorbidités, par exemple la dépression, anxiété ou des problèmes comme l'intimidation à l'école. On veut aussi évidemment que les connaissances des informations des parents soient prises en considération. Malheureusement, les parents sont souvent écartés parce qu'on s'en méfie, ils sont soupçonnés de transphobie. On veut des soins qui ont été testés, qui ont prouvé leur efficacité, leur innocuité. Ça, c'est particulièrement vrai dans le cas des bloqueurs de puberté qu'on dit sécuritaire et réversible, mais on sait maintenant depuis plusieurs années, les données s'accumulent, que c'est pas tellement le cas. La garantie qu'un consentement du patient ou de son tuteur puisse véritablement être éclairé. Surtout que, en fait, le consentement d'un enfant ou d'un adolescent sur des traitements qui ont des conséquences sur sa fertilité ou sa fonction sexuelle, on l'a vu avec les WPATH files qu'on verra plus loin, qu'un consentement éclairé à cet âge-là, c'est pratiquement impossible. Autrement dit, il faut avant tout agir sans nuire, le fameux primum non nocere. Et on s'est beaucoup informé, entre autres, sur le CAST Review, le rapport CAST, les études finlandaises, suédoises et d'ailleurs, surtout en Europe, qui remettent en question l'efficacité de la médecine transaffirmative. Et aussi, on a beaucoup fouillé au sujet de la WPATH, les WPATH Files, qui sont une série de documents de la WPATH même qui ont été coulés au public et qui
qui révèlent des choses assez intéressantes sur la WPATH, entre autres qu'ils tiennent un double discours depuis des années et que contrairement à ce qu'ils disent en public, ils savent très bien qu'il y a plusieurs inconnus et risques avec leur traitement affirmatif. Plus récemment, on a eu le scandale des courriels de WPATH qui ont été révélés dans le cadre d'une affaire aux États-Unis, une affaire judiciaire, qui révèle que la WPATH avait commandé des revues systématiques en 2020 à l'Université Johns Hopkins, mais comme les résultats ne faisaient pas son affaire, elle a interféré, elle a empêché l'université de publier les revues en question qui ont été à ce moment-là mises sous le boisseau. Si on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Bon, ici, c'est une de plusieurs études sur l'évolution de ce qu'on appelle gender non-contentedness, qu'on pourrait traduire plus ou moins par insatisfaction par rapport à son genre. Alors, depuis l'âge de 10 ans, d'abord, la grosse majorité n'ont pas d'insatisfaction par rapport à leur genre. Autrement dit, ils se perçoivent filles, garçons sans problème. Il y en a 19% chez qui l'insatisfaction décroît avec l'âge. Autrement dit, ça appuie ce que déjà d'anciennes études disaient, c'est que la fameuse dysphorie de genre, elle disparaît avec l'âge dans la majorité des cas s'il n'y a pas de traitement comme la transition sociale ou médicale. Et seulement chez 2%, l'insatisfaction par rapport au genre augmente seulement chez 2% d'entre eux. Ceux dont l'insatisfaction augmentait étaient souvent de sexe féminin. Dans les deux cas, dans tous les cas où il y avait une insatisfaction liée au genre au départ, il y avait aussi il y a aussi une présence d'une estime de soi très faible, de problèmes comportementaux et émotionnels et d'une orientation sexuelle autre qu'hétérosexuelle. Et l'insatisfaction par rapport au genre est très commune pendant le début de l'adolescence et elle est associée à une mauvaise perception de soi et des problèmes de santé mentale. Si on peut passer à OK. Malheureusement, au Québec, l'approche transformative règne en roi et maître. C'est porté par des professionnels parfois très militants, autant chez les médecins que les psychologues. Il n'y a aucune limite d'âge pour la transition sociale. Les bloqueurs de puberté sont donnés dès le stade Tanner 2, qui sont les premiers signes de la puberté. Les hormones autour de 18 ans. L'ablation des seins est permise à partir de 16... Pardon, les hormones, c'est à 16 ans. La mastectomie à 16 ans. Et les chirurgies génitales sont admises, permissibles à partir de 18 ans. Le tout est remboursé par notre système public de santé, c'est-à-dire la RAMQ, c'est l'agence qui rembourse les traitements. Aucune thérapie par la parole parce que le tout est patient-led, c'est-à-dire l'enfant sait. L'enfant sait qu'il est trans, alors à ce moment-là, il n'y a aucune remise en question possible. Et en plus, ça, c'est une particularité du Code civil au Québec. L'enfant a son autonomie médicale, c'est-à-dire qu'il peut consentir au traitement à partir de 14 ans. C'était une disposition qui avait été mise dans le Code civil pour que les jeunes filles puissent, par exemple, avoir un avortement ou des traitements de contraception sans en parler à leurs parents. Mais là, c'est une disposition qui pose problème à cause des traitements de transition. Et ça, on l'a expliqué au comité des sages. Puis un adulte qui dirait à l'enfant qui remettrait en question sa perception d'être trans serait soupçonné d'adultisme. L'adultisme, c'est-à-dire de traiter l'enfant comme s'il n'était pas capable de savoir ce qui est bon pour lui-même. Un adulte qui dit à un enfant ou un adolescent qui sait mieux que lui ce qui est bon pour lui, ce qui, dans la mentalité queer, est une hérésie. C'est l'enfant sait qui il est. C'est malheureusement très difficile de trouver de l'aide psychologique non affirmative. Nous, on essaie d'en faire, mais c'est encore très rudimentaire. Là, chaque fois, il faut le faire avec toutes sortes de précautions, entre autres pour protéger l'identité et des parents et des thérapeutes, parce qu'ils ont peur d'être accusés de faire des thérapies de conversion. Le code criminel a été modifié il y a quelques années pour interdire les thérapies de conversion. Il y a un paragraphe qui, en principe, protège la thérapie exploratoire. Le problème, c'est que les définitions sont tellement floues que les transactivistes peuvent traiter n'importe quelle thérapie par la parole de thérapie de conversion, et c'est ce qu'ils font actuellement.
Et évidemment, la WPATH est encore un petit peu comme le Vatican de la médecine de genre. Sur le Québec, un autre problème, c'est qu'on a très peu de données. Le peu de données qu'on a nous viennent d'une présentation de la clinique de genre de l'hôpital Sainte-Justine et le portrait est semblable à ce qui se passe ailleurs. La majorité des filles, quand elles arrivent à la clinique, elles avaient déjà amorcé une transition sociale et évidemment toutes sortes de problèmes de santé mentale, d'agression sexuelle, d'automutilation. Nous, ce qu'on a vu dans le groupe aux parents à qui on a parlé puis qu'on a aidé, c'est tous des adolescents, presque tous des filles, et les filles sont pratiquement toujours lesbiennes ou bisexuelles. Il y a beaucoup de présence de neurodivergence, traumatisme, beaucoup de fréquentation de réseaux sociaux. Certains sont désistés, les autres sont en processus de transition. Et c'est important de noter que toutes les familles sont ouvertes à l'homosexualité puis à la diversité des expressions de genre, mais quand ça arrive à la transition et à la médicalisation, les parents butent parce qu'ils se rendent bien compte que les traitements médicaux sont très lourds. Euh, et là, je vois. OK, alors l'éducation, c'est Athéna qui va vous en parler. Alors, de la même manière qu'on a fait pour la santé, on a essayé d'expliquer au comité ce que nous, en tant que citoyens parents, on attendait d'un système de santé. Donc, très rapidement, on s'attend à avoir un enseignement basé sur la réalité du monde, sur les faits, sur la science. Vous avez vu que notre motto, c'est dire vrai. L'école ne doit pas être un laboratoire de changement social, un véhicule idéologique, notamment de cette théorie. Le langage utilisé devrait être précis. Il ne devrait donc pas y avoir de prosélytisme, de militance, quelle que soit sa provenance, hein. Marie Moidon a bien dit, on a un mouvement masculiniste, on a un mouvement transaffirmatif de droite, de gauche, de quel côté qui vient. On ne veut pas de ça dans les écoles. Nous aimerions avoir des politiques scolaires qui protègent les filles, parce que la réalité des agressions au Québec, c'est que le groupe qui commet le plus d'agressions sexuelles, c'est le groupe de garçons de 12 à 17 ans, et le deuxième, c'est le groupe de garçons ou de jeunes de 18 à 24 ans. On aimerait que l'école puisse aider à lutter contre les stéréotypes, le sexisme et l'homophobie. On aimerait avoir un enseignement à la sexualité approprié selon l'âge de l'enfant, selon son développement, et un enseignement qui ne stigmatise aucune sexualité, qu'elle soit hétérosexuelle, homosexuelle ou bisexuelle. Et on aimerait, en plus, avoir un cours sur la sexualité pour les plus grands qui vise à informer les enfants des dangers de la pornographie, du sextage, des choses comme ça, parce que nous avons un gros problème au Québec, je ne sais pas comment c'est en France, les enfants québécois commencent à consommer de la pornographie en moyenne vers l'âge de 11 ans et ça a toutes sortes de conséquences, notamment sur l'objectification de la femme qui est internalisée par les enfants, autant garçons que filles. La réalité au Québec, tout comme dans la santé où on a la médecine transaffirmative, on ne peut pas dire que tous les enseignants sont là-dedans, hein. Loin de nous cette idée-là. Mais nous avons découvert qu'il y a tout un monde militant queer dans le milieu d'éducation. Il y a certaines classes où ce petit drapeau se retrouve un peu partout tout au long de l'année. La directive du ministère de l'Éducation prévoit que des transitions sociales soient faites sur demande de l'enfant. Et à 14 ans, l'enfant peut demander et obtenir que l'école mente aux parents sur sa transition, c'est-à-dire n'informe pas les parents. Juste une petite note, il y a un cas juridique en ce moment au Québec parce qu'il y a une enseignante qui a refusé de mentir aux parents et elle a été congédiée. Et bientôt, ça va passer en cours. Alors, nous allons pouvoir avoir le monde juridique qui va se pencher sur cette question-là. Nous avons constaté que les programmes scolaires étaient remplis de langage de la théorie. Il y a des intervenants extérieurs de communautaires qui sont extrêmement militants, qui vont dire toutes sortes de choses aux enfants par rapport à cette théorie. Il y a une grande militance pour les toilettes mixtes qui a été heureusement freinée par une directive de notre ministre de l'Éducation, M. Drainville, mais la militance continue. On a constaté qu'il y a un programme d'enseignement à la sexualité qui est vraiment aussi teinté par les théories queer. Je vais en parler dans la prochaine diapo. Et malheureusement, on a constaté que le ministère de l'Éducation a sous-traité toute la question du matériel pédagogique contre les stéréotypes à des organisations militantes LGBTQ qui qui font la promotion de ces stéréotypes.
Juste un exemple, la licorne du genre, je passerai pas beaucoup de temps là-dessus. Voilà comment les enfants québécois apprennent quel est le sexe et l'orientation sexuelle, pas avec un dessin d'homme et d'une femme, non, non, non. Ce serait trop sexué, il faut qu'on le fasse avec la licorne. Alors, la licorne est présente partout au Québec, de la maternelle jusqu'à l'université. Et donc, on donne toutes sortes de fausses informations. Il y aurait 3 sexes. Le sexe serait assigné à la naissance. Et puis, donc, il y a d'autres catégories. Évidemment, nous avons le fait que tout le monde a une identité de genre. Il y a également un discours militant de séparation entre ce qui est l'attirance sexuelle et l'attirance sentimentale. Et cette dissociation du sexe purement physique du sentiment amoureux, bon, c'est le principe de la pornographie, d'accord, ça s'applique au monde adulte, mais pourquoi est-ce qu'on enseignerait ça à des enfants de 3 ans? Au Rési, nous aimerions enseigner aux enfants que ce serait bien, c'est d'avoir des belles relations amoureuses avec d'autres personnes, en tout respect de l'autre personne, etc., etc. Donc, c'est un gros, la licorne du genre, c'est un gros problème pour nous. Le cours Culture et citoyenneté québécoise, je termine sur l'éducation là-dessus. C'est un nouveau cours qui va être donné dans tous les milieux scolaires, primaires, secondaires. Donc, la définition du sexe change, c'est maintenant une catégorie sociale. On a eu l'introduction d'une nouvelle expression. Alors, on vous a beaucoup parlé de l'expression identité de genre. Eh bien, maintenant, le stade suivant, c'est l'identité de sexe et de genre. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais c'est dans le cours. Comme je disais, tout à l'heure, il n'y a plus les mots hétérosexualité, homosexualité, mais on parle, par exemple, on a ce discours queer, on parle de normes hétéronormatives. De manière très surprenante et même illégale, le cours mentionne que les enseignants doivent avoir une discussion avec les élèves sur le partage consensuel ou non d'images intimes. Or, la création et la diffusion d'images intimes de mineurs est interdite au Québec. Alors, il y a une incohérence avec les directives de la sécurité publique. Donc, nos jeunes, ils vont nous dire, ils vont rentrer de la maison très perturbés. Vous imaginez une gamine de 8 ans qui dit, le sexe, ça ne veut plus rien dire, garçon ou fille, on ne peut plus utiliser ces mots, maman, qu'est-ce que je suis? Il y a de la pression qui est mise sur les enfants. On nous a dit que si on est contre les toilettes mixtes, on n'est pas gentil. Et j'ai même vu alors un jeune qui disait ben on a vu une vidéo puis dans la vidéo des jeunes ils disaient que l'hétérosexualité c'était vraiment bizarre, voire peut-être même violent. Donc ça c'est vous comprenez que c'est très problématique. Alors en conclusion, nous avons fait une série de recommandations forcément au comité et les principes c'est ma dernière diapo. Évidemment, on va demander au comité de rejeter ce que nous considérons être une régression sociale, la théorie. Il faut questionner la queerisation de la société. On se demande qui d'ailleurs a écrit les programmes et qui a décidé pour le Québec. Il faut sortir l'idéologie et la militance de l'éducation et de la santé. Nous aimerions que le langage précis et scientifique soit utilisé autant en éducation qu'en santé. Nous aimerions revenir aux principes de base dans la santé, c'est-à-dire Caroline a expliqué tout ça tout à l'heure, les soins appropriés, une approche prudente et ne pas nuire. On aimerait également revenir aux principes de base en éducation, encore une fois, enseignement de la réalité. Nous aimerions avoir une discussion et remettre en question les fameuses transitions sociales. La transition sociale, c'est donc de prendre un enfant et de changer son sexe à l'école et de lui donner un autre nom, un autre sexe et de le traiter comme s'il était de l'autre sexe ou alors de manière non binaire, comme s'il n'en avait plus de sexe. Et en fait, ce qu'on considère, c'est que cette transition sociale est une validation du monde adulte par rapport à une dysphorie chez l'enfant, un sentiment qu'il est né dans le mauvais corps. Et c'est à proprement horrible. Ça vient de la bienveillance, hein. Je précise que nous ne pensons pas, le Rési ne pense pas que les gens, les parents, les intervenants, les gouvernements, les fonctionnaires ont de mauvaises intentions. Ils pensent réellement que c'est la chose bienveillante à faire. Or, c'est exactement le contraire. Moi, j'ai compris l'expression l'enfer est pavé de bonnes intentions avec ça. Nous voulons que le comité exige qu'il y ait des données sur le dossier des jeunes qui se dispensent parce qu'on n'en a pas assez. Et finalement, pour ce qui est des enfants, ben, nous aimerions
que le gouvernement accepte que les parents aient des responsabilités et des connaissances concernant leurs enfants. Ils doivent être informés en tout temps de ce qui se passe et ce sont eux qui devraient prendre les décisions pour les enfants mineurs, surtout que la médecine transaffirmative a des effets graves et permanents. Et un petit truc du côté de la justice, parce que nous avons plusieurs parents qui sont séparés avec un parent affirmatif, l'autre non. Et nous aimerions que la justice ne considère pas un parent non affirmatif comme étant un mauvais parent. Ça cause énormément de stress dans les familles. Et je vais arrêter là. Merci Caroline, merci Athéna pour cette présentation. Alors, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans l'application questions-réponses. On aura un temps de questions-réponses par la suite. Et maintenant, je vais donner la parole à Marie-Claude Girard, qui va nous parler de son mémoire au Comité des sages. Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Merci. Bonjour. D'abord, merci pour l'invitation. Puis c'est difficile de suivre les deux premières présentations qui étaient excellentes, mais je pense que la mienne est un petit peu différente, un angle un peu différent, même si on va toutes dans la même direction. Alors, ma présentation, je vous fais la même présentation que j'ai faite au Comité des sages en mai dernier. Alors, elle porte sur l'impact de remplacement progressif de l'identifiant sexe par celui du genre dans les politiques gouvernementales pour l'atteinte d'une réelle égalité entre les femmes et les hommes. Alors, je vais débuter ma présentation en un bref rappel de la réalité biologique des femmes, puis je vais suivre sur les recommandations que j'ai faites visant à contrer l'invisibilisation des femmes dans l'espace public québécois, protéger les catégories sportives féminines, pour protéger la santé des filles et des femmes, pour protéger la sécurité des filles et des femmes, pour corriger évidemment le programme de citoyenneté et culture religieuse dont on vous a parlé tantôt et les recommandations visant à rétablir la confiance de la population relativement à l'identité de genre. Alors, les femmes ont une réalité biologique qui leur est propre. Elles sont les femelles du genre humain. Cela se reflète par leur capacité d'enfanter, mais aussi par le biais de leur stature, de leur force, de leur endurance musculaire, leur cycle hormonal particulier, là je parle évidemment des menstruations, de l'allaitement, de la ménopause, etc., et de leur instinct maternel. Ces particularités biologiques doivent être valorisées, car ce sont elles qui garantissent l'existence même de l'espèce humaine. Les femmes veulent la parité avec les hommes au plan social, politique et économique pour une société plus juste et inclusive. La Charte québécoise reconnaît le droit à l'égalité entre les femmes et les hommes à la fois dans son préambule et à l'article 50.1. Or, plusieurs conditions sont essentielles pour y arriver. La première, c'est la reconnaissance des femmes et des hommes en tant que groupes distincts, qu'il ne faut pas confondre avec le concept fluide de l'identité de genre. Deuxième élément, l'élimination des stéréotypes sexistes qui limitent les choix sociaux de tout un chacun, les empêchant ainsi de vivre leur plein potentiel. Troisième élément, la prise en compte de la réalité des femmes dans le développement de politiques publiques. Quatrième élément essentiel, l'adoption de mesures assurant le bien-être physique des femmes en matière de santé et de sécurité, afin qu'elles puissent s'épanouir et contribuer à la société. Et cinquième point, l'adoption de mesures d'équité sociale répondant à leurs caractéristiques physiologiques. Par exemple, dans le sport féminin, droit à l'avortement, congé de maternité, équité en matière d'emploi, équité salariale, etc. Le Québec a déjà fait beaucoup en la matière, mais malheureusement, l'égalité de fait entre les sexes n'est pas encore une réalité au Québec. La prévalence actuelle de l'identité de genre sur l'identifiant sexe dans les politiques publiques a pour effet d'invisibiliser les femmes au profit du genre souvent associé aux stéréotypes sociaux. Rappelons que les femmes ont des personnalités diverses et les réduire à un genre brime leur droit à l'égalité. De plus,
Cette prévalence de l'identité de genre invite à l'adoption d'un vocabulaire qui nie leur réalité biologique. Par exemple, lorsqu'on parle d'une personne avec un vagin qui menstrue ou qui allait. Nier la réalité d'un groupe, les femmes dans ce cas-ci, est rarement un gage de réussite au plan de l'inclusion et du respect, bien au contraire. L'amalgamation du sexe et du genre dans les politiques québécoises heurte de plein fouet le droit à l'égalité entre les femmes et les hommes et, ce faisant, porte atteinte à la Charte québécoise. Il faut distinguer le sexe du genre et reconnaître que le premier est une réalité biologique immuable et la base du droit des femmes à l'égalité, alors que le second peut fluctuer dans le temps selon les circonstances. La discrimination basée sur l'une ou l'autre de ces caractéristiques est, comme il se doit, interdite. Mais il est troublant de constater que le mot « femme » est absent de la plupart des plans stratégiques des ministères. On utilise à la place des mots génériques « individu »,« personne »,« victime », « employé » ou autre. La disparition du mot « femme » dans ces plans est problématique, car les ministères ferment ainsi les yeux sur leurs besoins particuliers. Ainsi, aucun des enjeux liés à l'égalité des femmes soulevés par le Conseil du statut de la femme ces dernières années n'a trouvé sa place dans ces plans stratégiques. L'invisibilisation des femmes se retrouve également dans la plupart des tableaux de Statistique Canada, comme en parlait Ghislaine plus tôt, puisque ce dernier amalgame les notions de sexe et de genre, donc les personnes dites cisgenres et transgenres, dans l'appellation homme ou femme depuis la directive du secrétariat du Conseil du Trésor du Canada de 2018, demandant que la variable genre de la personne soit utilisée par défaut dans la plupart des analyses gouvernementales. Heureusement, le gouvernement du Québec a accès aux données détaillées du recensement pour élaborer ses propres tableaux statistiques. Il est donc de sa responsabilité de corriger cet impair et produire des données statistiques respectueuses de la réalité biologique des femmes. Enfin, il y a le Code civil qui amalgame le sexe constaté à la naissance et l'identité de genre dans la mention du sexe sur l'acte de naissance. Il s'agit, encore une fois, d'un déni de la réalité biologique. Bien que cela affecte les deux sexes, il est clair que les grandes perdantes sont les femmes, puisque cette négation de leur réalité biologique nuit à l'atteinte de l'égalité entre les sexes, pourtant protégés par nos chartes. Alors, sur cet aspect, mes recommandations. Inviter le secrétariat au Conseil du Trésor du Québec à envoyer une directive à tous les ministères pour souligner l'importance de conserver le mot « femme » dans les documents gouvernementaux. Maintenir les données statistiques ventillées selon le sexe de façon distincte de celles relatives au genre dans les documents gouvernementaux. Amender le Code civil pour ajouter l'identifiant genre pour ceux et celles qui le désirent, de façon distincte de la mention du sexe dans les documents d'identification officiels, afin de respecter la réalité biologique des citoyens et des citoyennes. Catégorie sportive. C'est au cours des années 20 que les femmes ont pu intégrer le système sportif olympien par une voie distincte de celle des hommes pour respecter leurs différences biologiques, notamment au niveau de la taille, de la longueur des membres, de leur taux de testostérone, qui influent sur le développement de la masse musculaire et la force. Ces différences anatomiques ont mené à l'établissement de règles différentes entre les sports masculins et féminins. Ainsi, dans le 100 mètres haies, les barres pour femmes sont 15 cm en dessous de celles des hommes. Le ballon est de plus petite taille en basketball et handball féminin, et le projectile utilisé pour le lancer du poids, du javelot, du disque et du marteau est plus léger. Or, la participation ces dernières années de personnes trans dans le sport féminin soulève la question d'équité, puisque cela fait fi des spécificités biologiques des femmes. Soulignons tout d'abord qu'il semble que seuls les hommes s'identifiant au genre féminin demandent de participer à des catégories sportives correspondant à leur genre. À ce jour, selon le recensement international WeOne,
Ces hommes ont ravi le podium à des femmes à au moins 72 reprises au Canada dans les domaines aussi variés que l'haltérophilie, le vélo de montagne, l'athlétisme, la natation, le cross-country, le tir à l'arc, le cyclisme et la boxe. Les personnes nées de sexe féminin qui se disent non-binaires ou trans préfèrent, pour leur part, continuer de participer dans les sports pour femmes. Pourquoi les garçons de toute identité ne peuvent-ils pas faire de même dans leur catégorie en tout respect de leur biologie? Par ailleurs, soulignons que le maintien des catégories sportives féminines est un défi au Québec, puisqu'il est maintenant possible de changer la désignation de son sexe dans ses documents civils en fonction de son identité de genre. L'entraîneuse canadienne Linda Blake suggère, par exemple, de procéder à la vérification du sexe en vérifiant la présence du gène SRY par prélèvement sur la joue au moment où une personne se présente à un match féminin. Comme on peut plus se fier aux documents officiels. Mes recommandations à cet égard. Préserver des catégories sportives féminines basées sur le sexe. Alors que l'amalgamation du sexe et du genre se retrouve dans de nombreux documents d'identification officiels et que l'auto-identification est de mise, identifier des mesures d'exception visant à préserver l'équité entre les sexes dans le domaine du sport. La santé des filles et des femmes. Les données sexo-spécifiques sont indispensables pour offrir un service de santé de qualité afin de veiller à ce que la réalité biologique de chacun soit prise en compte. C'est ce type de données qui a permis, par exemple, de sauver des vies en concluant que les symptômes de crise cardiaque diffèrent largement chez les femmes et chez les hommes. Elles sont indispensables à l'atteinte d'une égalité réelle entre les sexes dans le domaine de la santé. L'amalgamation des concepts de sexe et de genre dans l'identifiant sexe au Québec brouille les résultats de recherche sur la santé féminine, un aspect longtemps négligé, en plus d'occulter ceux sur les personnes trans. Tout le monde y perd. Il y a aussi les protocoles actuels de traitement des jeunes questionnant leur genre qui sont problématiques, comme on en a parlé précédemment. Il y a, constatant l'absence de données probantes justifiant les soins affirmatifs de genre auprès des enfants et des adolescents et constatant certains dommages irréversibles, plusieurs pays européens préconisent aujourd'hui une approche prudente concernant les protocoles de traitement adoptés auprès des jeunes. Alors, mes recommandations, réaffirmer l'importance des données sexo-spécifiques dans le domaine de la santé. Demander au Collège des médecins du Québec d'établir un protocole d'intervention concernant l'identité de genre en fonction des nouvelles données, des nouvelles avancées de la science, notamment auprès des jeunes. Maintenant, concernant la sécurité des filles et des femmes. Les politiques et programmes gouvernementaux se fient à l'auto-identification de la personne pour déterminer s'il s'agit d'une femme ou d'un homme. Toutefois, aucune balise n'est prévue pour répondre à des besoins de sécurité spécifiques aux filles et aux femmes. En voici 3 exemples où cette absence de balise pose problème. Premièrement, il y a les toilettes et les vestiaires. 3 plaintes soulevant des malaises, des enjeux d'intimidation ou de regards insistants ont été formulées en 1 mois seulement, alors que l'Université de Montréal avait limité l'accès aux vestiaires pour femmes, privilégiant l'utilisation de vestiaires universels pour l'accès à la piscine lors d'une réfection majeure du SEPSUM. L'institution universitaire a donc dû rectifier son approche rapidement. Aussi, après avoir fait la promotion de toilettes mixtes et reçu de nombreuses plaintes de la part de femmes, l'Angleterre a également fait marche arrière et stipulé que tous les nouveaux bureaux, écoles, hôpitaux et lieux de divertissement d'une certaine taille devront désormais proposer des toilettes séparées non mixtes, c'est-à-dire des toilettes pour les hommes et d'autres pour les femmes. Deuxième exemple, les refuges. Actuellement, la plupart des refuges pour femmes violentées et sans-abri accueillent aussi des femmes trans. Mais plusieurs voix se lèvent pour dénoncer ce phénomène qui expose à des risques des femmes vulnérables qui dépendent de ces espaces pour leur bien-être. Leurs craintes sont plausibles. En Espagne, par exemple, le gouvernement vient de constater que des hommes accusés de violence à l'égard de femmes
s'auto-identifient comme femmes pour accéder au refuge où sont hébergées leurs victimes. Mais il y a des solutions. La Saskatchewan a créé, par exemple, des refuges s'adressant exclusivement aux personnes trans, complémentaires à ceux s'adressant aux femmes. Troisième exemple, lorsqu'il est question de sécurité des filles et des femmes, les prisons. La politique de Service correctionnel Canada sur les délinquants de diversité de genre permet à tous les détenus d'être placés dans leur type d'établissement préféré, selon ce qui correspond le mieux à leur identité ou expression de genre. Or, selon une étude de Service correctionnel Canada datée de 2022, 91% des femmes transgenres détenues purgent des peines pour des infractions violentes, contre 72% pour la population carcérale masculine. 44% de ces détenus transgenres, je le rappelle, soit des hommes s'identifiant au genre féminin, ont déjà été condamnés pour des crimes de nature sexuelle. 41% d'entre elles purgent une peine liée à un homicide. Plus troublant encore, dans plus de 9 condamnations pour crimes sexuels sur 10, les infractions ont été commises alors que le délinquant vivait son identité correspondant à son sexe biologique. C'est-à-dire qu'il a demandé son identité a changé au moment d'être transféré en prison. Rappelons que l'identité de genre est un concept fluide. Un homme peut donc s'identifier comme femme qu'une fois entré en contact avec le système pénal, puis redevenir un homme lors de sa sortie. Ses motivations ne seront jamais questionnées. Enfin, aucun des hommes transgenres, c'est-à-dire des femmes s'identifiant comme hommes, incarcérés dans des prisons pour femmes, n'a demandé d'être transféré dans une prison pour hommes. La priorité donnée à l'identité de genre sur le sexe dans les prisons met indéniablement en danger les femmes détenues. Or, certains pays qui avaient adopté une politique carcérale similaire à celle du Canada remettent aujourd'hui en question leur approche. Il y a tout récemment l'Écosse, mais aussi le Royaume-Uni, qui consacre désormais une aile séparée dans une prison pour femmes pour les détenues transgenres violentes. Mes recommandations? Réaffirmer l'importance des espaces réservés aux femmes, je pense aux toilettes, vestiaires, refuges, prisons, etc., pour assurer leur sécurité. S'inspirer des expériences internationales pour trouver des solutions pérennes aux droits des femmes à la sécurité dans la société. Et encore une fois, alors que l'amalgamation du sexe et du genre se retrouve dans de nombreux documents d'identification officielle et que l'auto-identification est de mise, identifier des mesures d'exception visant à préserver la sécurité des femmes dans les lieux réservés pour elles. Le cours, comme on a entendu parler, merci aux présentatrices précédentes, le cours Citoyenneté et culture québécoise. 3 aspects du nouveau cours sont problématiques. Le premier concerne le glossaire, des concepts particuliers et des notions en éducation de la sexualité. Selon le ministère de l'Éducation, le sexe est une catégorie sociale qui répartit la population entre femmes et hommes à partir de caractéristiques physiologiques. Cette définition nie la réalité scientifique. Le sexe n'est pas une catégorie sociale ou la résultante de différentes caractéristiques physiologiques, mais découle de la fusion des gamètes mâles et femelles qui produiront un organisme porteur de chromosomes XX ou XY dans chacune de ces cellules qui pourront produire les personnes soit des spermatozoïdes ou soit des ovules. De plus, cette définition est limitée, car elle ne pourra pas être utilisée dans les cours de sciences pour décrire le système de reproduction de l'ensemble du règne animal. Enfin, elle mène l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes en niant la réalité biologique des femmes. La définition du genre est aussi problématique, puisqu'elle fait référence à une hiérarchisation des femmes et des hommes, ainsi que du féminin et du masculin. Là, je le rappelle, une hiérarchie est un classement des fonctions selon un rapport de subordination. En incluant cette notion dans la définition et en promouvant, comme il se doit, le respect de l'identité et de l'expression de genre,
on enseigne le respect de la subordination du genre féminin au genre masculin. Enfin, le ministère amalgame le sexe et le genre dans l'expression « identité de sexe et de genre ». A-t-on vraiment une identité de sexe? La Charte reconnaît le sexe et l'expression ou l'identité de genre comme étant deux motifs distincts pour lesquels la discrimination est interdite. Ne pas reconnaître la différence entre ces deux concepts risque d'avoir des conséquences négatives, à la fois pour le droit des femmes à l'égalité, basé sur le sexe, je le précise, et sur la reconnaissance et le respect des personnes trans. Comment, dans un tel contexte, le gouvernement peut-il affirmer qu'il protège le droit des femmes à l'égalité, pourtant protégé par la Charte? Faudra-t-il intenter un recours collectif pour se faire reconnaître? Le deuxième enjeu du cours concerne les ressources mises à la disposition des intervenants auprès des jeunes par le ministère pour l'enseignement lié au sexe et au genre. On y retrouve, par exemple, l'expression « sexe assigné à la naissance » plutôt que « constaté ». On y remet en question la binarité du sexe. On y affirme l'existence d'un troisième sexe, intersexe ou autre. On y nie la réalité biologique des femmes en affirmant que ce mot n'est pas lié à l'anatomie de la personne. Les femmes biologiques deviennent des cisgenres. Même l'attirance sexuelle d'une femme pour un corps de femme est niée, les lesbiennes y étant des personnes attirées sexuellement par les personnes de son propre genre. Cette négation de l'existence biologique des femmes et de leur attirance sexuelle n'augure rien de bon. Enfin, le troisième enjeu concerne l'absence de critères de sélection pour les partenaires. En effet, il est clairement indiqué dans le programme que l'éducation à la sexualité est une responsabilité partagée par l'ensemble du personnel scolaire en collaboration avec des partenaires externes. Or, comment s'assurer que ces intervenants présentent des approches basées sur la science et reconnaissent la notion du sexe à la base du droit des femmes à l'égalité dans le monde? Dans un contexte où plusieurs se questionnent sur l'effervescence de l'autodiagnostic de dysphorie de genre à l'adolescence, notamment chez les jeunes filles, il convient aussi de s'assurer que ces intervenants aient l'expertise nécessaire et promeuvent les valeurs d'égalité entre les sexes. Mes recommandations? Revoir les définitions des mots sexe, genre et identité de sexe et de genre du glossaire du programme du Citoyenneté et Culture québécoise. Revoir les ressources mises à la disposition des intervenants auprès de nos jeunes afin de s'assurer que les notions liées au sexe soient scientifiquement exactes. Continue. S'assurer que les partenaires invités à contribuer à l'éducation à la sexualité aient une formation adéquate reconnue, présentent des approches basées sur la science, reconnaissent la notion du sexe à la base du droit des femmes à l'égalité et fassent valoir le fait qu'il n'est pas nécessaire de s'identifier à un genre différent de son sexe pour adopter des comportements sociaux moins conventionnels. La confiance de la population à l'égard du gouvernement lorsqu'il est question de genre est ébranlée. En voici 3 raisons. D'abord, il y a le processus de consultation déficient. Par exemple, lors de l'étude du projet de loi sur la réforme du droit de la famille, aucun groupe ayant soulevé des craintes quant aux impacts possibles d'une modification de la mention du sexe figurant à l'acte de naissance en fonction de son identité de genre n'a été invité à partager ses vues en comité parlementaire. Recommandation: s'assurer que les consultations entourant le développement de politiques publiques, pratiques et directives québécoises concernant l'identité de genre incluent les groupes potentiellement impactés par ces initiatives. Deuxièmement, il y a le bris de confiance des parents à l'égard de l'éducation publique. Comme on l'a vu tantôt, les parents sont inquiets. Ils entendent régulièrement des histoires de jeunes qui regrettent amèrement leur choix, des études qui démontrent les dangers d'une transition sociale précoce, de la prise de bloqueurs de puberté ou d'hormones associées à l'autre sexe, ou encore des interventions chirurgicales irréversibles sur des corps sains. Ces parents perdent confiance dans l'éducation publique lorsqu'ils prennent conscience de l'inexactitude scientifique des concepts enseignés dans les écoles relativement au sexe et au genre, des directives syndicales sur le changement d'identité de genre social des jeunes,
sans avis médical et sans prévenir les parents. Et le troisième point, la précarité, bris de confiance des parents suite à la précarité de la sécurité de leur fille dans les lieux qui leur étaient traditionnellement réservés pour préserver leur sécurité, à savoir les toilettes et les vestiaires. Alors, mes recommandations à cet égard étaient de s'assurer que les établissements scolaires mettent en place des protocoles d'intervention reconnus de concert avec le corps médical pour les élèves questionnant leur genre, obtiennent le consentement des parents pour les élèves de moins de 18 ans avant qu'ils ne puissent changer leur prénom et leur pronom à l'école, et maintiennent des installations sanitaires non mixtes, ce qui n'exclut pas l'ajout d'installations universelles. Il y a aussi un troisième élément qui me perturbe beaucoup, c'est en fait, il y a le secrétariat de la condition féminine et le conseil du statut de la femme. Le mot femme signifie humain de sexe féminin. Il est donc étonnant de constater que le secrétariat amalgame le sexe et le genre dans sa stratégie 2022-2027. Les hommes s'identifiant au genre féminin en font donc partie. A contrario, rien n'indique que le secrétariat se préoccupe des filles et des femmes s'identifiant au genre masculin. Il y a là pourtant deux enjeux majeurs qui devraient être au centre de leurs préoccupations, à savoir, pourquoi tant de jeunes filles s'auto-identifient au genre masculin? Plusieurs auteurs, dont l'hystérienne Marie-Jo Bonnet et la gynécologue et endocrinologue Nicole Attea, font valoir que des jeunes filles s'auto-identifiant au genre masculin tentent en fait de fuir une condition physique ou sociale qu'elles peinent à contrôler. On pense à la métamorphose pubertaire, aux maux de ventre, au harcèlement, au record insistant, à la prévalence de l'hypersensualisation, au viol, au féminicide dans la société ou autre. D'autres chercheraient à bénéficier des avantages liés à la prééminence sociale du masculin. Pour ces auteurs, proposer à des filles des procédures de transition alors qu'elles sont en plein tourment de l'adolescence constitue une nouvelle forme de violence qui participe à un féminicide social. Deuxième point, il y a aussi les besoins des femmes dont la dysphorie de genre est avérée. Il semblerait, comme on l'a vu précédemment, que ces dernières s'intègrent aux équipes sportives féminines et, lorsqu'elles sont détenues, ne désirent pas être transférées dans des prisons pour hommes. Il est troublant de constater que ni le secrétariat à la condition féminine, ni le conseil du statut de la femme s'intéressent à ce groupe de femmes marginalisées. J'achève. Mes recommandations. Appeler le secrétariat à la condition féminine et le conseil du statut de la femme à se concentrer sur leur mandat de défense du droit des femmes à l'égalité, soit un humain de sexe féminin, ce qui exclut les hommes s'identifiant au genre féminin. Demander au conseil du statut de la femme une étude sur le questionnement des jeunes filles à l'égard de leur genre et sur les besoins des femmes s'identifiant au genre masculin. Et voilà, c'était ma présentation que j'ai fait, que j'ai donnée au comité de sages et suivi après ça une discussion comme avec tous les autres participants à la rencontre. Voilà. Merci beaucoup Marie-Claude. Et on arrive à la fin de ce webinaire. Il y a des questions, mais ce sera pour une autre fois peut-être. Merci beaucoup à Caroline, merci à Athéna, à Ghislaine, à Marie-Claude et à vous qui suivez les webinaires tous les mois. Alors, on va prendre du repos pour le mois d'août. Donc, on se retrouvera le premier dimanche de septembre. Je crois que ce sera le 1er septembre d'ailleurs. Et je vous rappelle que vous pouvez signer et partager la déclaration des droits des femmes basée sur le sexe, womensdeclaration.com tout attaché. Et donc, je vous dis à dans 2 mois et merci à tout le monde.